Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Cyril Guyard. Je suis directeur scientifique de Bioaster depuis quelques mois. Ça fait quelques années que je suis à Bioaster. J'ai pris le relais de Nathalie Garçon qui nous écoute, qui est connectée, parce qu'on a déjà échangé quelques messages depuis le début de l'événement. Et puis j'ai la chance d'être le chairman de cette session, donc je vais pas aller trop vite. Je vais pas prendre trop de temps. J'ai forcément un biais parce que je suis un biologiste, mais je travaille tous les jours avec des biostatisticiens, des bioinformaticiens. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et notre premier speaker, donc qui aura 12 minutes pour parler, c'est François, avec qui on travaille d'ailleurs nous de manière régulière. Le background de François, c'est un généticien de formation. Aujourd'hui et depuis 2021, il dirige l'Institut de génétique fonctionnelle de Lyon. Qui est une unité mixte entre l'ENS de Lyon, CNRS, l'Université Claude Bernard. Et puis, parmi toutes les thématiques de l'IGFL, il y a celle de l'équipe de François, qui est axée sur les propriétés bénéfiques des lactobacilles intestinaux, sur des modèles qu'il a développés, qui ont été développés dans son équipe, notamment sur les modèles de drosophile et de souris. Voilà. Merci François pour ta présentation. Oui, merci beaucoup pour l'introduction et puis merci pour cette invitation, cette matinée très intéressante. Donc ouais, moi j'ai beaucoup interagi avec Wassim et Adama au tout début de Ginecovery. On avait imaginé des beaux projets qui sont encore un peu dans les cartons, mais qui vont émerger dans les mois à venir et dans les années à venir. Donc pourquoi on a justement connecté si bien avec Adama et Wassim, c'est que nous, comme tu l'as dit, on est biologistes. Et on s'intéresse aux interactions entre microbes, en particulier hôtes microbiotes, et on essaye de modéliser, j'allais dire en vrai, mais in vivo, avec du vivant, avec des modèles vivants, les interactions bénéfiques entre ces micro-organismes intestinaux et les animaux, les modèles expérimentaux de laboratoire. Et on a une approche réductionniste dans nos modèles, on essaie de simplifier ces modèles d'études, donc en utilisant différents types d'organismes. Tu as mentionné la drosophile, donc oui, ça c'est vraiment le cœur de métier de l'équipe. On utilise ces insectes comme animaux modèles et on modélise leurs micro-organismes. Et avec Bioaster, on a modélisé pendant quelques années, là on vient de publier ça l'année dernière, on a modélisé aussi un microbiote minimal de 15 souches qui s'implante chez la souris et qui a des fonctionnalités bien marquées et qui performe très bien chez la souris. Donc voilà, notre marque de fabrique, c'est de développer des modèles in vivo pour étudier les interactions hôtes microbiotes, comme le titre l'indique. Donc juste pour clarifier qu'on est en lien avec Boehringer et Targedis sur ces thématiques-là, on a un portefeuille de brevets qui est exploité par ces sociétés, donc je souhaite le porter à connaissance de tout le monde. Et donc voilà, on développe ces modèles in vivo et nous, notre cœur de métier, c'est de faire de la recherche, donc c'est d'avancer la connaissance et d'essayer de comprendre comment ces micro-organismes façonnent la physiologie des animaux au niveau vraiment le plus mécanistique possible. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce contexte-là, c'est d'étudier la relation particulière entre la nutrition, la physiologie animale, et comment le microbiote, donc les organismes microbiens intestinaux, façonnent cette étroite relation entre nutrition et l'hôte. Et on focalise en particulier sur la croissance animale, qui est notre trait physiologique d'intérêt au laboratoire. Donc, lors de cette présentation, je vais vous mettre en évidence les deux modèles expérimentaux qu'on a mis en place au laboratoire, la drosophile et la souris. Et donc, la caractéristique, c'est on a vraiment cette approche du scientifique, réductionniste, où on essaie de contrôler tous les paramètres de notre système. Alors, on est sur du vivant, donc c'est complexe, il y a du bruit, mais on essaye de contrôler l'environnement nutritionnel. Donc ici, vous avez des drosophiles dans leur milieu naturel de laboratoire de culture, avec donc une diète qui est contrôlable à façon, une génétique de l'hôte, un organisme dont on connaît le génome, et des micro-organismes qu'on peut réassocier sur des individus qu'on a rendus préalablement germ-free, axéniques, sans micro-organismes. Donc vous voyez, on peut contrôler sa nutrition, la génétique de l'hôte et les micro-organismes. Et récemment, avec Bioaster, on a développé pareil des infrastructures et des capacités expérimentales pour aller isoler des souches. Donc ça, c'est un gros travail des équipes de Bioaster. Isoler des souches, élever des souris germ-free, recoloniser ces souris germ-free et étudier phénotypiquement ces souris.
Donc très brièvement sur la drosophile, hein, donc c'est un modèle d'étude, donc c'est un insecte facile à manipuler au laboratoire avec toute une génétique qu'on connaît depuis plus d'une centaine d'années, avec beaucoup d'outils qui nous permettent de faire de la mécanistique puissante sur cet organisme. Une facilité à générer des organismes axéniques, germ-free, et donc une facilité à caractériser, à réassocier ces individus avec des souches microbiennes connues. Le microbiote de la drosophile est assez simple, hein, 4 grandes familles de bactéries, dominées principalement par des acétobactères et des lactobacilles qu'on peut cultiver au laboratoire, qu'on peut modifier génétiquement. Donc on peut réassocier ces animaux avec des cultures pure de certaines souches. Donc c'est ce qu'on a fait au laboratoire et je vais vous présenter ça. Et dans ce contexte-là, voilà, je vous le disais, un cycle de vie assez court et du coup une nutrition qu'on peut bien contrôler dans ce système-là. Donc ce qu'il faut savoir au laboratoire, c'est que la nutrition a été optimisée évidemment parce que l'outil drosophile est un outil pour faire de la génétique. Donc l'objectif est d'avoir des femelles gestantes qui génèrent énormément d'individus pour faire de la génétique. Donc la nutrition a été historiquement optimisée chez cet organisme. Mais en fait, la nutrition de ces organismes dans la nature n'est pas aussi riche que dans le laboratoire. Et en fait, ce qu'on sait très bien, c'est quand on appauvrit cette nutrition, on a un retard de développement et une taille des individus qui est affectée. Donc il y a une relation, comme dans tous les organismes vivants, très forte entre nutrition et croissance. Hein. Vous vous souvenez que c'est le trait physiologique qui nous intéresse, nous, au laboratoire. Et ce qu'on a mis en évidence il y a plus de 10 ans maintenant, c'est que certaines souches du microbiote intestinal de la drosophile ont des capacités de façonner la réponse de l'hôte à la nutrition. C'est-à-dire que si vous prenez un individu germ-free qui est mal nourri, il va avoir un retard de développement décuplé par rapport à l'individu qui a son microbiote intestinal. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'en réassociant des individus germ-free avec certaines souches, en particulier des souches de Lactobacillus plantarum, isolées d'intestin de drosophile, on a un phénotype de croissance accéléré, ou alors un retard de croissance diminué par la présence de la bactérie avec une prise de taille, une prise de poids de l'individu qui est augmentée. Et vous voyez ici, on est des individus qui ont le même âge, donc on est sur des larves de drosophile, hein, la phase juvénile du cycle de vie, avec un effet très très fort de cette bactérie. Donc ça a vraiment été entre guillemets, le fond de commerce du laboratoire, ce phénotype, là, cette bactérie qui a vraiment un effet très fort sur la croissance de l'individu. Et donc on a déployé tout l'arsenal génétique chez la bactérie et chez la drosophile pour essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. Un des outils très puissants qu'on a au laboratoire, c'est des formulations nutritionnelles, des diètes chimiquement définies, donc ce qu'on appelle des holistic diet, chemically defined diet, qui nous ont permis de réétudier les besoins nutritionnels de base de cet organisme chez un individu dépourvu de bactéries. Et on a pu réinterroger quelles étaient les auxotrophies, donc les besoins nutritionnels de cet organisme vivant, cet animal, en absence de microbiote intestinal ou en présence de l'une ou l'autre des bactéries commensales majoritaires du microbiote intestinal. Donc le type d'expérimentation était très simple. On élevait ces individus axéniques sur cette diète chimiquement définie, hein, composée d'une quarantaine de nutriments, enfin 39 exactement. Et dans ce contexte-là, on étudie le temps de développement et on réassocie ces individus avec des souches bactériennes isolées du laboratoire, donc une acéto et une lacto. Et vous voyez que le temps de développement est accéléré. On gagne 2 jours de développement chez l'individu sur cette diète. Et donc, Jessica, ici présente, une ancienne postdoc du laboratoire, avec un doctorant dans le laboratoire, Théodore Grenier, sont embarqués sur une analyse exhaustive de la contribution de ces 2 bactéries commensales à la nutrition de l'hôte. Donc, ils ont étudié le temps de développement de ces individus sur cette diète holydique, où chacun des 40 composants de la diète ont été retirés un à un pour caractériser les auxotrophies et si éventuellement ces différentes bactéries avaient la capacité de compenser ces auxotrophies. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, on arrive avec une heatmap comme ça, et vous vous rendez compte qu'en fait, le pattern de sauvetage, enfin les patterns de phénotype sont très différents entre les individus germ-free, entre les individus associés avec l'une bactérie ou l'autre.
Et ça, on a pu corréler tout ça avec les fonctionnalités codées dans les génomes des acétos et des lactos. Et vous voyez très bien comment les jumeaux numériques auraient pu déjà à l'époque nous aider grandement dans nos expérimentations et comment ils vont nous aider dans un futur proche, je l'espère. Donc ce qu'on a pu, on a publié ça en 2020, c'est les premiers papiers Covid, c'était sympathique. On a confirmé qu'il y avait 21 oxotrophies chez l'individu germ-free, qui sont une dizaine de ces oxotrophies sont compensées par cette bactérie commensale, le Lactobacillus plantarum, et surprise, les drosophiles associés à Acetobacter pomorum présentaient plus qu'une oxotrophie. Donc cette acétobactère est une super bestiole qui a la capacité de soutenir la nutrition de son hôte de manière très efficace. Je ne rentre pas dans le détail, mais Jessica a poursuivi cette analyse, et donc on a un gros intérêt sur les modèles métaboliques, l'anabolisme et comment ces bactéries soutiennent l'anabolisme et la croissance de l'animal. Et donc, juste pour rebondir, Jessica avait poussé cette histoire pour continuer cette fois-ci sur des bi-associations. Donc au lieu d'associer l'individu germ-free à une seule bactérie, cette fois-ci on mettait le couple de ces deux bactéries qui sont dominantes, et elle a mis en évidence une sorte de syntrophie, un cométabolisme entre ces deux bactéries qui permettent aux deux bactéries de performer, de résister, de persister à un titre plus élevé dans l'insecte, et une conjonction d'effets qui permet, et je ne rentre pas dans le détail, qui permet d'activer vraiment cet anabolisme au cours du développement post-embryonnaire de l'animal. Et donc là, on est typiquement dans un modèle où modéliser le carte métabolique de l'hôte et des deux bactéries est assez simple a priori sur le papier, et avoir des jumeaux numériques dans ce contexte-là nous permettrait d'émettre de nombreuses hypothèses, puisqu'on a toutes les informations, les nutriments de la diète, les bases génétiques et métaboliques bactérienne et de l'autre. Et donc là, on va pouvoir exploiter le pouvoir de ces jumeaux numériques pour aller après réinterroger les prédictions du modèle in vivo, expérimentalement au laboratoire. Juste pour terminer, merci, oui, juste pour terminer, la partie, juste pour vous illustrer ce qu'on développe aussi au laboratoire sur des modèles animaux plus complexes et beaucoup plus coûteux à mettre en place, sont des travaux qu'on a développés, on a commencé vers 2010 avec des collègues en République tchèque. C'est qu'inspiré par les résultats assez puissants qu'on avait obtenus avec la drosophile, on a voulu tester si les efficacités de soutien de la croissance de ces lactobacilles chez les insectes étaient conservées chez les mammifères. Donc on a développé des projets chez la souris, donc un premier projet sur des souris monoxéniques, donc des souris germ-free qui sont mono-associées avec une souche ou différentes souches de lactobacilles. Donc on a repris des souches de lactobacilles qui avaient des efficacités plus ou moins fortes sur la promotion de croissance chez l'insecte, et on a mono-associé des lignées de souris germ-free avec chacune des deux souches de lactobacilles qui stimulent différentiellement la croissance chez la souris, chez la drosophile. Et on a testé donc le phénotype chez la souris. Rapidement, on l'a publié en 2016, on a montré des effets sur la croissance systémique des individus, donc la prise de poids, mais aussi la prise de taille, la croissance squelettique chez ces animaux, avec des effets très souches spécifiques. Donc il y avait cette capacité de ces lactobacilles à soutenir la croissance juvénile, qu'on avait identifiée chez l'insecte, était conservée aussi sur des modèles murins. Donc par la suite, ce qu'on a développé avec BioAster, et en particulier les équipes de BioAster dirigées par Marion Darnaud et Andrea Tamellini, on a développé un modèle. Alors ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de la part de BioAster, que je remercie à nouveau ici, parce que c'était un gros effort de BioAster dans ce contexte. Nous, on était vraiment en support scientifique dans ce contexte. On a développé un modèle murin qu'on appelle GM15 pour Notomice 15. Donc c'est une souris anciennement germ-free, qu'on peut recoloniser avec une communauté minimale connue, caractérisée de 15 souches microbiennes qui représentent les souches les souches dominantes du microbiote intestinal de la souris. Et donc on a publié, alors c'est plus une presse, c'est publié depuis la fin d'année dernière. On a pu caractériser aussi la performance de ces individus GM15, donc ces souris qui sont réassociées avec un microbiote minimal, et dans des contextes d'élevage et de steady state, donc pas de challenge expérimentaux, ces souris se comportent tout aussi bien que des souris de laboratoire qui ont un microbiote divers. Donc ça en fait un modèle de choix pour l'étude de la physiologie des interactions hôte-microbiome, mais c'est aussi un modèle de choix pour aller faire des jumeaux numériques, puisqu'on connaît les génomes de ces 15 souches, on connaît évidemment le génome de la souris, on peut vraiment créer un jumeau numérique de cette souris GM15 et on va pouvoir prédire potentiellement certaines de ces
caractéristiques métaboliques et peut-être plus loin. Donc ça, c'est un projet que je pense qu'il serait intéressant de développer dans les années à venir. Juste l'essence du projet, je m'arrêterai là, c'est que les équipes de BioAster ont caractérisé à l'aide de shotgun métagénomiques le microbiome d'une lignée de souris qu'on avait récupéré d'un fournisseur de souris expérimental. Ils ont axénisé cette lignée, ils ont caractérisé génomiquement, mais aussi caractérisé au niveau moléculaire et au niveau de culture ces souches, et ils ont pu assembler une collection de souches beaucoup plus large que les 15 qu'on a mis dans la souris finalement. Et donc, on a pu recoloniser ces souris Gemfree avec cette communauté. On a élevé ces souris pendant une dizaine de générations. On a pu faire tout un phénotypage. Donc, tout ceci est publié maintenant depuis la fin de l'année. Et donc, il y a une expertise qui a été développée à BioAster et qui est maintenant aussi transmise en partie pour la notobiologie à la SFR Biosciences, qui est une structure académique du site. Voilà, donc il y a eu vraiment une collaboration sur le site pour développer ce modèle qui maintenant est à disposition la communauté académique et des acteurs privés qui seraient intéressés dans ce contexte-là. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment intéressé par cette notion de cométabolisme entre les communautés microbiennes intestinales au niveau de la souche ou au niveau d'une communauté plus complexe. Toutefois, avec une approche réductionniste, une souris a plusieurs centaines de souches bactériennes dans son microbiote intestinal, une droso, plutôt une vingtaine. Donc, vous voyez, on a des approches réductionnistes puisqu'on diminue le nombre de souches, mais les fonctionnalités sont représentées et on peut apprendre beaucoup de ces contextes. Voilà, je veux juste mentionner mes collaborateurs dans ce contexte, en particulier Jessica et Théodore sur la partie modèle diète chimiquement définie et rôle du microbiote, et puis les équipes de BioAster dans la seconde partie du projet, et notre collaboration avec nos collègues en République tchèque, Martin Schwarzer. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. On attend pour une question ou deux et tu m'arrêtes, Jonathan, quand on va trop loin. Allez-y, ouais. Alors, elles ont la capacité d'être cultivées séparément. Elles ont été isolées, purifiées, stockées, biobanquées à BioAster. Et donc, en fait, il y a le consortiat des 15 souches qui est reconstitué à partir de cultures individuelles ou de poules. Donc, c'est un peu la façon, en fait, on peut aussi déterminer de cultiver les souches et de créer des cocktails partiels de ces 15 souches. Donc, voilà, mais je vous redirigerai vers Vincent qui pilote l'aspect biobanking et suivi de ces souches. Moi, j'ai une question pour toi qui est techno, parce que c'est aussi le but aujourd'hui. Et puis, justement, quand on passe d'une espèce à l'autre, toi que tu fais souvent, et puis on passe de la drosophile à la souris, puis parfois de la souris à l'homme, est-ce que là, aujourd'hui, on a des outils de comparative métabolomics, en fait, pour arriver qui sont efficaces et qui sont suffisamment exhaustifs pour que tu puisses dire ce qui se passe chez la drosophile? Je peux l'extrapoler à d'autres types de modèles, quoi. Non, mais c'est la base de notre travail, c'est-à-dire dans quelle mesure nos modèles, alors soit in vitro, soit vivo, sont représentatifs de ce qui se passe dans le règne vivant. Moi, j'ai une approche assez basique par rapport à ça, c'est de regarder la conservation et l'analogie des mécanismes. La logique du vivant, la logique des interactions sur différents organismes, que tu parles des plantes, d'insectes, ou de vertébrés ou de mammifères comme la souris, si les phénotypes sont similaires, tu as une logique du vivant qui a été sélectionnée au cours de l'évolution, qui est là, qui est présente. Après, les mécanismes moléculaires sont pas strictement identiques. Hein. Clairement, les mécanismes moléculaires de promotion de la croissance chez l'insecte et de promotion de la croissance chez la souris, tels qu'on les a décrits et qu'on les connaît maintenant, il y a des analogies, mais j'utilise bien ce terme analogie. On n'est pas sur des homologies strictes de mécanismes. Mais au final, in fine, qu'est-ce que tu veux comprendre ton système et voir quelles sont les fonctionnalités globales. Le mécanisme moléculaire détaillé importe peu. Ce qui est important, c'est l'effet. Évidemment, c'est intéressant de comprendre le mécanisme moléculaire. Et donc là, il y a des spécificités d'espèces, clairement. Mais il y a des analogies, il y a des concepts, il y a des logiques. Je répète, la logique de ces organismes, de ces systèmes vivants qui est là. Et c'est cette logique qu'on essaye de faire ressortir en étudiant différents modèles. Et moi, j'ai envie de croire, et je suis assez confiant sur si tu as des souches ou des communautés microbiennes qui ont des effets sur des insectes, sur des souris,
il n'y a pas trop de raisons qu'il n'y ait pas d'effet sur des organismes autres tels qu'un humain, par exemple. Voilà, mais ça, évidemment, après, c'est des études cliniques qui vont le démontrer. Mais dans la logique, tu vois, je pense qu'on est plutôt sur l'analogie plutôt que le mécanisme moléculaire strictement identique. C'est une autre question ou... Non? Oui, là pas une. Et on va terminer avec celle-ci. Ouais. Ouais, on a une question en ligne, alors c'est en anglais, donc je vais vous la faire telle quelle. Regarding the substantiation of probiotic, how can we valorize the data of host microbiota interaction obtained by the fly model to the humans? And at which stage and what will be the main challenges? Bah, ça rebondit un petit peu sur le point là. On est sur des évidences précliniques, donc on est sur de la preuve de concept expérimentale, donc on est sur de la donnée scientifique qui montre un effet sur un organisme modèle, donc à prendre avec des pincettes puisqu'on est sur un modèle expérimental. On est sur une preuve de mise en place de preuves expérimentales et scientifiques sur un mécanisme d'action dans un organisme modèle particulier. Donc on est sur la preuve préclinique qui permet d'envisager d'aller tester cette hypothèse en clinique. Voilà, donc faut surtout pas survendre le préclinique, mais je pense que le préclinique a beaucoup d'importance pour établir cette logique, cette conservation de phénoménologie telle qu'on l'a mise en évidence à l'heure actuelle. Ok, let's move on. Pardon, je sais pas s'il y a beaucoup d'anglophones au bout et si on doit moi, je ou pas, parce que du coup j'avais hésité avec la question d'anglais. Okay. Merci. Okay.